je vous propose peut-être de commencer tranquillement. Les dernières personnes vont nous rejoindre. On a pas mal de sujets à aborder au webinaire de ce jour. Voilà, donc je suis Loïc Charpentier, chargé de mission Ségur et Mon Espace Santé à l'ARS Bretagne. Et je vais co-animer ce webinaire avec mes collègues. Je vous laisse vous présenter. Fanny Lenné, donc de l'assurance maladie, chargée de mission. Et donc, voilà, on est accompagné aujourd'hui de France Asso Santé, donc qui nous a sollicité pour ce webinaire. Donc, Vanessa Marie et Maud Le Ridan. Et voilà, je laisse se présenter. Donc Vanessa Marie, coordinatrice régionale de France Asso Santé. Maud Le Ridan, chargée de mission à France Asso Santé Bretagne. Très bien. Donc, nous allons démarrer sans plus tarder. Je vais vous présenter du coup l'ordre du jour. Donc, on va rappeler un petit peu le contexte dans lequel arrive Mon Espace Santé, le contexte de numérisation du système de santé aujourd'hui, puis le calendrier. On vous présentera, pour rappel, brièvement les fonctionnalités de Mon Espace Santé pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil. On passera sur la méthode d'activation et de support. Et puis surtout, nous aborderons une dizaine d'idées reçues qui peuvent aujourd'hui freiner les usagers, les patients à se lancer, à utiliser Mon Espace Santé. Donc, on va déconstruire ces idées reçues point par point et puis on va favoriser les échanges autour de ces questions. On terminera brièvement aussi par le dispositif ambassadeur pour vous expliquer comment justement nous allons essayer de diffuser ce nouveau service public au niveau régional. Et puis enfin, de nouveau une partie questions-réponses puisque c'est vraiment le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions. 1h30 pour tout ça. C'est ambitieux, mais c'est parti. Peut-être juste avant de démarrer, peut-être laisser la parole à France Asso Santé, donc, qui a proposé ce webinaire. Donc, voilà, pour une petite introduction. Oui. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais bon, je pense que la majorité nous connaissent, on est un regroupement d'associations de patients, de personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes malades. On a dans nos missions l'accompagnement des représentants d'usagers, mais aussi toute la partie information sur tout ce qui touche à la santé. Donc, on a eu l'occasion déjà dans certaines associations ou dans certains événements, de pouvoir communiquer sur l'arrivée de Mon Espace Santé, de vous faire des temps d'information. Mais voilà, il nous paraissait important de pouvoir organiser ce webinaire avec l'ARS et la CEPAM, donc qui sont porteurs de cette nouveauté, de façon à ce que vous puissiez mieux appréhender voilà le contenu de Mon Espace Santé et surtout pouvoir véhiculer les bonnes informations au sein de vos associations. Puisque c'est vrai qu'on voit dans les présentations que l'on fait qu'il y a parfois tout un tas d'idées reçues sur Mon Espace Santé. Donc aujourd'hui, ça va vous permettre d'avoir un certain nombre de réponses et j'espère le plus grand nombre de réponses. Et aussi de voir au sein de vos associations comment vous allez pouvoir vous aussi accompagner les personnes adhérentes, voire au-delà de vos associations, sur la compréhension et la mise en place de Mon Espace Santé, puisque voilà, chacun aujourd'hui peut s'approprier ce nouvel outil. Donc, merci à l'ARS et à la CEPAM de nous avoir accompagnés sur ce webinaire, d'avoir accepté de le mettre en place. Et puis, ce sera sans doute que la première étape de notre collaboration autour de Mon Espace Santé. Merci Vanessa. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de commencer juste rapidement, hein, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais sur le contexte, pourquoi on est arrivé à déployer Mon Espace Santé aujourd'hui, donc en 2022. Donc en fait, ça remonte un petit peu. Donc en 2018, il y a eu un rapport en fait qui a été écrit par Dominique Pont, donc qui était alors directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, et puis par Anne-Laure Coury qui travaillait donc à la Caisse nationale d'assurance maladie. Et en fait, ils ont fait un petit tour de France
pour essayer de parler à tous les professionnels de santé, les établissements, les différents acteurs. France Asso Santé en faisait également partie, pour essayer d'identifier en fait quelles étaient les difficultés aujourd'hui rencontrées en fait, dans le virage numérique, pourquoi on n'arrivait pas à faire progresser les choses. Donc voilà, ce qui a été notamment relevé, c'est que l'usager il était finalement oublié de ce virage numérique. On avait une offre qui était très morcelée. À côté professionnel de santé, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de services différents. Donc voilà, on avait quelque chose qui n'était pas forcément cohérent. On avait aussi des stratégies nationales qui allaient pas forcément dans le même sens. Voilà, donc un manque de coordination. Et donc, c'est de là, en fait, qu'est née la feuille de route du numérique, puisque ce premier rapport qui a été donc écrit en 2018 a été remis au gouvernement. Et suite à ça, une feuille de route du numérique a été élaborée et avait vocation donc, à essayer de tout mettre en cohérence finalement. Et donc, cette feuille de route, elle prend la forme aujourd'hui d'une maison. Parce que c'est aussi plus parlant de comprendre les enjeux quand on en fait des petites métaphores. Donc, ce qu'on peut voir en fait au travers de cette maison, c'est 5 grands chantiers. Tout d'abord, il n'apparaît pas dans ce schéma, mais c'est avoir une cohérence nationale des politiques publiques. Que toutes les politiques publiques aillent dans un même sens pour être cohérentes dans les outils dont on fait la promotion. Donc, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est ce qu'on appelle nous notre socle, le socle de notre maison, c'est pouvoir intensifier la sécurité et l'interopérabilité du numérique en santé. Donc c'est-à-dire s'assurer que en tant que patient, en tant qu'usager, vous êtes bien authentifié, que les professionnels de santé, eh bien c'est pareil, ils sont bien authentifiés, c'est bien eux qui sont derrière leur ordinateur, et qui vous suivent. Donc ça c'est un peu le premier palier, c'est ce que nous on appelle les référentiels socles. Ensuite, on a un deuxième palier, ce qu'on appelle les services socles. Donc là, pour nous, il s'agit d'accélérer en fait le déploiement de ces usages. Peut-être que certains d'entre vous connaissez le dossier médical partagé. Donc, il est déployé depuis pas mal d'années déjà. Toutefois, il y avait pas mal de freins à son déploiement. Donc là, l'idée, c'est d'en accélérer les usages. La messagerie sécurisée de santé, très importante parce qu'échanger les informations entre un patient, un professionnel de santé, entre professionnels, c'est important, mais les données de santé, elles nécessitent d'être confidentielles. Donc c'est un outil nécessaire. Et puis des outils qui vont se développer, la e-prescription par exemple, qui va arriver courant 2023, qui permettra pareil d'avoir une transmission des ordonnances de manière numérique et plus sécurisée. Donc tout ça, en fait, c'est un peu le socle de notre maison et c'est ce qui va permettre finalement d'arriver à déployer donc, ce grand chantier qui est Mon Espace Santé, qui est une plateforme donc, à destination de l'ensemble des citoyens français, donc, qui est arrivé en janvier 2022 et donc, qui est déployé actuellement. Et donc, c'est de ce service public dont on va vous parler aujourd'hui. Et voilà, dans quoi il s'inscrit, c'est déjà donc, dans des questions, dans un chantier qui est bien plus grand. Et finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et donc, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Du coup, je vous propose de passer à la diapo suivante. Donc, mon espace santé, donc, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, je vous ai parlé du DMP, donc le dossier médical partagé, donc anciennement connu sous ce nom-là. Alors déjà, qu'est-ce qu'il devient le DMP? Parce que c'est vrai que il y a de nombreux professionnels de santé qui pouvaient l'utiliser. Peut-être vous, en tant que patient, vous l'aviez déjà alimenté. Donc, est-ce que tout ça s'est perdu? La réponse, c'est non. Puisque si vous disposiez déjà d'un dossier médical partagé, celui-ci, en fait, ne disparaît pas, seulement il change en quelque sorte de nom, puisqu'il devient une brique d'un espace plus grand qui s'appelle Mon Espace en Santé. Donc, vous le voyez là, c'est le numéro 2 dans votre écran, on l'appelle maintenant dossier médical. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que patient, si vous disposiez d'un dossier médical partagé, d'un DMP auparavant, eh bien, toutes les données seront rebasculées de manière automatique sur vos dossiers médicaux. Donc vous pouvez également retrouver tous les documents qui avaient été déjà déposés auparavant, soit par vous, soit par votre professionnel de santé. Donc juste à noter que parfois il y a un petit délai au niveau du dépôt des documents, mais pas d'inquiétude, en général, le basculement se fait bien. Donc justement, donc, on a cette partie dossier médical, donc on dit que c'est la première brique, la première fonctionnalité de mon espace en santé. Donc en fait, il recouvre les mêmes fonctionnalités que le DMP, c'est-à-dire que vous pourrez alimenter des documents, renseigner les informations. Le professionnel de santé qui vous suit pourra également le faire.
Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Vous pourrez y mettre des comptes rendus d'une hospitalisation, d'une consultation, votre attestation de sport, vous avez peur de la perdre, hop, vous la mettez dans le dossier médical. Les ordonnances pourront être déposées dessus. C'est vraiment voilà, votre carnet de santé numérique à portée de main, que vous soyez en voyage, en déplacement. Voilà, il peut toujours être sur vous, puisque voilà, mon espace santé est disponible sur Internet, mais aussi disponible en application. Donc voilà, ça permet vraiment une utilisation en mode nomade finalement. Donc voilà, ça c'est pour la partie dossier médical. Et à noter que donc, si les professionnels de santé avaient l'habitude d'alimenter votre dossier médical partagé, pour eux, l'arrivée de mon espace santé ne change rien en termes, voilà, par rapport aux outils qu'ils pouvaient utiliser. Eux, c'est la même chose. Donc finalement, le grand changement, c'est surtout cette nouvelle plateforme qui est plus ergonomique, plus facile d'utilisation, voilà, côté citoyen, où là, c'est la petite nouveauté. Donc voilà, ça c'était pour notre première fonctionnalité, donc le dossier médical. On a ensuite une deuxième fonctionnalité très nouvelle, donc une messagerie sécurisée de santé. Donc cette messagerie, elle s'inscrit en fait dans un contexte notamment de sortie de crise sanitaire où pendant la crise, voilà, patients, professionnels de santé ont échangé une multitude de messages, donc parfois par des biais non sécurisés. On pense à des messageries Google, on pense à WhatsApp, voilà, des applicatifs non sécurisés. Or, voilà, c'est important d'avoir des échanges, les données de santé sont précieuses, donc c'est important d'avoir voilà, un outil qui permette d'assurer cela. Donc c'est dans ce contexte-là qu'a été mis en place la messagerie sécurisée de santé. Donc vous pouvez y disposer en fait en vous connectant vous sur votre espace patient de mon espace santé. Et donc, vous avez cet onglet messagerie sécurisée, donc, qui est assez ergonomique, hein, qui correspond à une messagerie assez classique. Et donc, ça vous permettra de recevoir des mails de votre professionnel de santé. Donc, par exemple, lui, avant une consultation, il peut avoir besoin de savoir voilà, votre poids, votre taille, ou d'avoir la connaissance de certains antécédents, de certains traitements que vous prenez pour éviter, par exemple, des interactions entre médicaments. Eh bien, il peut vous solliciter par messagerie pour préparer ce rendez-vous et vous pouvez lui répondre en lui donnant des informations, mais aussi en lui transmettant des documents, puisque voilà, on peut y mettre des pièces jointes. Donc cette messagerie elle est accessible sur votre espace santé. Vous pouvez d'ores et déjà voilà, y aller, vous connecter pour voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça c'est notre deuxième fonctionnalité. Donc ces deux-là sont déjà disponibles voilà, depuis le 31 janvier 2022. Donc si vous vous connectez, vous y aurez accès. On a deux autres fonctionnalités qui sont actuellement en cours de développement. Donc ils seront disponibles courant 2022. Donc la première, c'est un catalogue de services. Donc en fait, le catalogue de services, il va permettre d'avoir tout un tas d'applications référencées sur l'application Mon Espace Santé. Donc en termes d'applications, on peut penser à des applications qui permettent de prendre des rendez-vous en ligne, des applications de téléconsultation, télésurveillance, télésanté d'une manière générale. Également de suivi de données à distance, voilà, l'indice glycémique, des petits bambous, hein, des applications de méditation. En fait, il y a un processus pour se faire référencer, donc des applications, qu'elles soient publiques ou privées, pourront se faire référencer sur mon espace en santé. Donc ça, voilà, c'était notre troisième brique, troisième fonctionnalité, donc qui n'est pas encore disponible mais qui le sera bientôt. Et notre quatrième fonctionnalité, c'est l'agenda. Alors l'agenda, en fait, ce sera voilà, à disposition du patient. Donc ça permettra en fait d'agréger tous ces grands rendez-vous médicaux. Donc à la fois, ça permettra d'avoir une traçabilité finalement de son historique, de voilà, quand est-ce qu'il est allé la dernière fois chez le dentiste, par exemple, ou chez un autre professionnel de santé. Donc ça, c'est une première utilité. La deuxième utilité, c'est que ça sera aussi un énorme outil de prévention. On pourra y mettre des rappels vaccinaux, on pourra y mettre les rappels de dépistage, voilà, par exemple de certains cancers. Ce genre de choses pourra être voilà, automatisé en fonction du profil patient. Donc ça peut vraiment être intéressant en termes d'outils de prévention. Et puis voilà, à terme, cet agenda, il pourrait être partagé à d'autres professionnels de santé. Donc ça pourrait être aussi utile pour agréger des rendez-vous médicaux. Il pourra également être voilà, mise en lien avec des applicatifs justement de prise de rendez-vous pour être agrégé et donc que les rendez-vous apparaissent sur votre agenda, que vous ayez tout du coup voilà, vraiment à portée de main. Donc voilà, donc si vous avez mon espace santé, si vous l'avez activé, vous avez accès donc à deux applications et puis vous aurez accès à deux autres applications, deux autres fonctionnalités donc courant 2022. Donc pour rappel, le service il est disponible sur monespacesanté.fr donc via web, et puis également donc, sur votre smartphone, donc Play Store ou Apple Store. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà la télécharger.
Alors, je vois donc il y a une question sur, enfin, pas une question, mais une remarque sur le fait que donc seul le professionnel peut échanger, donc un, un message, donc peut initier un échange avec le patient. Alors, c'est exact, donc on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement. Alors, pourquoi mon espace santé? En définitive, c'est pour vraiment généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels d'une part, mais également vers les patients d'autre part via mon espace santé. C'est là bien tous les efforts qui sont faits dans le cadre des actions qui sont menées pour numériser depuis plusieurs années le secteur de la santé et notamment avec cette accélération liée à ce que vous avez sans doute déjà entendu parler, le Ségur du numérique. On est vraiment là sur accélérer sur ce partage de données pour faciliter la coordination des professionnels en lien avec le patient qui retrouve vraiment la main sur ces données de santé. Pourquoi mon espace santé par la puissance publique? Il y avait un enjeu vraiment stratégique à ce que ce soit justement les pouvoirs publics qui proposent un tel service pour gérer vos données de santé et non pas que ce soit pris en charge par des plateformes type GAFAM dont on n'a pas le contrôle sur ce qui est fait de vos données derrière. Et on n'a pas non plus le contrôle sur la sécurité et les moyens mis en œuvre pour cette sécurité. Donc, il y avait vraiment un enjeu à ce que ce soit un service public qui vous soit proposé pour gérer vos données de santé. Un service public donc universel et ergonomique. On l'a vu et vous le verrez si vous téléchargez l'application. C'est très facile d'utilisation, c'est très intuitif et ça a vocation à pouvoir vous permettre de présenter, de transmettre vos données aux praticiens où que vous vous trouviez. C'est donc un véritable carnet de santé numérique qui est proposé ici et un service public qui vous est qui est rendu. Alors, pourquoi mon espace santé encore alors, un petit focus sur les bénéfices dans les parcours de santé des patients. Donc, mon espace santé va permettre une prise en charge évidemment plus rapide et plus efficace, notamment en cas d'urgence, puisque les professionnels concernés vont avoir accès rapidement aux données nécessaires pour une bonne prise en charge. Donc, que vous soyez inconscient ou non, il y a un mode bris de glace qui existe chez certains types de professionnels, notamment des urgences, qui permettent d'accéder à vos antécédents médicaux pour une prise en charge de qualité et rapide. Donc, on n'a pas les chiffres exacts, mais on sait que la prise en charge aux urgences est vraiment accélérée lorsque mon espace santé est activé et contient des données. Ce sont vraiment de précieuses minutes qui sont gagnées ici et à l'usage, on pourra même identifier que mon espace santé aura permis de probablement sauver des vies dans certains cas. C'est également avec mon espace santé une coordination des soins qui est facilitée, comme je le disais précédemment. Les professionnels de soins qui vous prennent en charge dans le cadre de votre parcours auront un accès facilité avec votre accord, bien entendu, aux données qui leur sont nécessaires pour vous soigner. Donc cela permettra, cette coordination améliorée permettra aussi d'éviter les pertes de documents, les pertes d'examens qui sont à refaire quand on ne les retrouve plus, qui datent un petit peu. Ça permettra d'éviter des prescriptions inutiles. Donc on va vraiment avoir un gain de temps, que ce soit côté professionnel dans l'accès aux données, et que ce soit aussi côté patient dans la gestion de ces données, parce que quand il faut réunir tous les documents produits depuis un certain temps dans son parcours de soins, c'est pas toujours évident. Donc là, ils vont vraiment être centralisés dans mon espace santé. Il y aura une gestion vraiment facilitée. Donc ça évitera des recherches fastidieuses sur tous ces types de documents. Enfin, ces documents, une fois qu'ils sont stockés dans votre coffre-fort qu'est mon espace santé, vous allez pouvoir les
conservé à cet endroit et que votre médecin traitant parte en retraite ou que vous déménagiez à l'autre bout de la France, eh ben, vos documents, ils vous suivent. Ils ne suivent pas, ils ne restent pas avec votre praticien, ils vous suivent vous. Donc voilà, la passation, on va dire temporelle ou géographique, est vraiment facilitée avec mon espace santé. Donc voilà les principaux atouts de mon espace santé. En synthèse, voilà, ça favorise la coordination, la continuité dans la gestion de vos documents, la continuité de soins et vous aurez des soins de meilleure qualité par les professionnels. Alors, on vous propose justement, pour continuer un petit peu dans l'explication des bénéfices attendus à l'usage de mon espace santé, d'étudier quelques cas d'usage très parlants. Je vais laisser Fanny prendre la suite. Oui, donc alors, des cas d'usage, et puis alors, je ne sais plus si on l'a précisé, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On fera juste un petit temps de questions-réponses, là, voilà, après la présentation des exemples, voilà, pour répondre à vos questions en cours de route. Donc alors, sur justement donc mon espace santé, donc Loïc a présenté voilà, les bénéfices, mais voilà, sur un parcours un peu plus spécifique, bah, voilà, à quoi ils peuvent ressembler. Donc là, on a le parcours, donc voilà, on peut imaginer notre Madame Dupont, donc voilà, qui est enceinte, donc c'est son parcours de grossesse, en quoi mon espace santé peut avoir une utilité dans le cadre de son parcours. Alors tout d'abord, on peut imaginer par exemple que le médecin traitant, donc elle apprend voilà, sa grossesse. Donc le médecin traitant peut par exemple voilà, adresser des recommandations donc, à sa patiente via messagerie sécurisée de santé. Donc voilà, assez simple. S'il dispose d'une messagerie sécurisée et que sa patiente a activé son espace santé, l'échange peut se faire. Donc ça, voilà, c'est un premier cas d'usage. Ensuite, donc voilà, classiquement, dans un parcours de grossesse, voilà, il y a des analyses à réaliser. Donc voilà, notre Madame Dupont, elle se rend au laboratoire. Eh bien, le laboratoire, il peut alimenter donc le dossier médical avec les comptes rendus d'analyse. D'ailleurs, à noter qu'en région Bretagne, voilà, on a vraiment de nombreux labos qui alimentent maintenant le dossier médical des patients de manière automatique. Donc voilà, vous pouvez retrouver assez facilement finalement vos résultats d'analyse sur votre dossier médical. C'est vraiment quelque chose qui se déploie actuellement. Ensuite, voilà, on imagine évidemment que sur notre application, on a un agenda qui est disponible. Donc, dans ces cas-là, le rendez-vous d'échographie, il est enregistré dans l'agenda de l'espace santé. Donc, ça permettra d'avoir vraiment une visibilité sur le parcours, sur les différents rendez-vous de la patiente. Ensuite, pareil, la sage-femme, elle peut vouloir adresser certains exercices de préparation à l'accouchement via messagerie sécurisée, donc elle peut le faire via ce canal-là. Donc évidemment, elle pourrait le faire aussi en présentiel. Alors là, c'est soit aussi parce que c'est une demande de la patiente de pouvoir la voir voilà, sur son portable, voilà, de façon numérique. Soit parce qu'aussi, il n'y a pas eu forcément de consultation, ou alors la sage-femme enfin, voilà, a peut-être pas pu envoyer son mail pendant le rendez-vous, donc elle peut l'envoyer soit plus tard, voilà, soit parce que voilà, on peut imaginer qu'elle y pense. Ensuite, on a par exemple l'équipe de maternité donc, qui va préparer le séjour donc, avec les futurs parents. Donc là, en fait, on a toutes les applications en lien avec la grossesse, les démarches administratives qui peuvent être référencées sur l'application. Donc c'est vrai que la patiente, en fait, elle peut vraiment passer par son appli Mon Espace Santé pour être aussi accompagnée sur ce volet-là. Et puis enfin, donc là, on imagine que ça y est, le bébé Dupont est sorti du ventre de sa maman, et donc voilà, suite à ça, suite à l'hospitalisation de Madame Dupont, le compte rendu de l'accouchement, il est enregistré sur le dossier médical de son espace santé. Et d'ailleurs, il pourra être partagé avec les différents professionnels de santé qui ont un intérêt à le consulter, à savoir comment s'est passé l'accouchement. Donc voilà, là c'était juste un petit cas d'usage voilà, pour avoir une idée de comment peut être utilisé le dossier médical au quotidien, à la fois par les professionnels de santé et à la fois par le patient. Donc je vous propose qu'on regarde peut-être une seconde vidéo cas d'usage, et puis après on fera un temps de questions-réponses. Donc là c'est un cas d'usage sur donc un cas assez spécifique. Donc tout à l'heure, Loïc a mentionné des avantages à avoir un dossier médical. Donc c'est notamment en cas d'urgence, et puis aussi parfois quand on n'est pas, chez soi, en vacances, en déplacement, même après un déménagement. Voilà pourquoi ça peut être utile de consulter donc, le dossier médical. C'est parti. Tu me fais un pouce levé si le son passe bien pour le paramétrage. Merci Fanny.
On n'entend pas Loïc. Et envoi d'un compte-rendu par la messagerie santé. Alors qu'il est en vacances au bord de la mer, Monsieur Martin fait un malaise. Sa femme décide de l'emmener voir un médecin immédiatement sur place. Après l'avoir écouté, le médecin se rend sur le DMP de Monsieur Martin en mode bris de glace. Il peut alors consulter les remboursements de soins les plus récents et les derniers résultats d'analyse du patient. Le docteur Richard rédige, imprime et donne son ordonnance à Monsieur Martin. Via sa messagerie santé, le docteur Richard envoie au patient et à son médecin traitant un compte-rendu de la consultation. Le patient reçoit ce compte-rendu directement dans la messagerie sécurisée de son application Mon Espace Santé. Monsieur Martin et sa femme peuvent à nouveau profiter de leurs vacances. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour voir voilà, justement une situation spécifique voilà, dans laquelle il peut y avoir un intérêt à avoir un espace santé d'ouvert et utilisé par les professionnels de santé. Donc voilà, on a parlé d'un petit temps de questions. Alors, si je vois dans le chat, une question sur l'accès à des slides pour mieux informer les adhérents et usagers. Donc ça, on va vous en parler à la fin du webinaire. Loïc vous présentera un site internet qui a été mis en place avec à disposition tout un tas de supports qui peuvent être utilisés pour des présentations. Mais peut-être que si jamais voilà, il y a des besoins plus spécifiques, vous pourrez peut-être les faire remonter auprès de vos interlocuteurs de France Asso Santé et on pourra peut-être travailler sur des supports plus adaptés à vos besoins en fonction de ce qui est déjà présent sur le site internet. S'il y a besoin de compléments, il n'y aura pas de problème. Une autre question, comment saurons-nous que le professionnel nous envoie un message sans ouvrir mon espace santé? Donc, Maud a déjà répondu. Vous pouvez effectivement configurer pour recevoir une alerte sur votre mail classique, votre boîte mail habituelle, lorsqu'il y a un nouveau document qui vous est déposé dans mon espace santé. Hein, c'est bien le cas, Fanny? C'est ça. Après, c'est vrai que c'est toujours voilà, la petite contrainte, c'est qu'on va vous parler justement de l'activation. Pour beaucoup, en fait, l'activation de mon espace santé va se faire de manière automatique. Donc, les patients auront un espace santé. Mais après, pour avoir accès à la messagerie sécurisée de santé, visualiser les messages, répondre aux messages, télécharger des documents ou en déposer, là, ça nécessitera de l'activer. On va revenir dessus sur le processus, mais c'est vrai que voilà, c'est une étape nécessaire. Mais vous êtes quand même prévenu voilà, s'il y a de l'activité sur votre espace. De la même manière que si un professionnel de santé consulte votre espace, vous pouvez également avoir une notification sur votre boîte mail. Donc oui, effectivement, on va revenir sur ces éléments-là. Ça fait le lien aussi avec la question de Guillaume Pou. Si j'ai bien compris, tout le monde a un espace santé, mais chacun doit l'activer. C'est bien cela? C'est bien cela, tout à fait. Alors, plus précisément, la création de mon espace santé fonctionne avec le mécanisme d'opt-out ou d'ouverture automatique, sauf opposition. Donc, tous les citoyens bretons ont été notifiés de l'arrivée de mon espace santé par l'assurance maladie. En mars-avril, chacun a reçu un courrier incitant à l'activation de mon espace santé avec les modalités, un code à usage unique. Que ce soit par mail, si vous aviez une adresse mail connue de l'assurance maladie, ou par courrier postal. Donc, à partir de cette injonction, on va dire, ou cette proposition à activer mon espace santé, démarrer un délai d'opposition de 6 semaines. Délai au cours duquel chaque citoyen pouvait dire non, je ne souhaite pas créer mon espace santé, ou simplement aller activer son espace santé. À l'issue de ces délais d'opposition, si les usagers n'ont pas manifesté d'opposition, on a un processus de création automatique qui s'enclenche, qui a donc démarré en Bretagne et qui va se terminer
fin juin, mi-juin, fin juin, donc de création automatique des services Mon Espace Santé, des citoyens qui ne s'y sont pas opposés. Donc ça veut dire que oui, à compter de fin juin, tous les usagers bretons auront un espace santé créé. Donc cet espace créé, on a de fait un réceptacle qui est créé et qui permet aux professionnels de santé d'échanger des documents. Mais pour que vous y ayez accès et que vous gérez vous-même vos documents, les autorisations d'accès, pour que vous puissiez utiliser votre messagerie, vous devez aussi l'activer. Voilà, donc comme je viens de vous le dire, si vous ne procédez pas à l'activation, l'espace est créé automatiquement. Les professionnels peuvent se coordonner, déposer et consulter les données de santé de votre espace. Néanmoins, pour que vous puissiez avoir accès à la messagerie sécurisée citoyenne, à l'agenda, à toutes les fonctionnalités en fait, et que vous puissiez aussi visualiser les documents qui sont déposés par les professionnels, il faut activer votre espace santé, activer votre accès. Donc cela se fait à partir du site Mon Espace Santé ou en téléchargeant l'application mobile qui est disponible sur Android et sur iOS. Depuis le 13 mai, c'est très facile, c'est très rapide. Et il faut juste se munir de sa carte vitale afin de valider votre identité avec le numéro de série de la carte, un code d'activation, et puis c'est parti, vous pouvez activer votre espace. On va faire, Loïc, je vois, il y a vraiment pas mal de questions, donc on va faire une petite pause avant de reprendre. Donc les médecins ou les laboratoires vont-ils mettre les documents eux-mêmes dans Mon Espace Santé ou est-ce à moi de les mettre? Alors l'objectif, c'est bien sûr que ce soit les professionnels de santé qui alimentent votre dossier médical. Donc là, actuellement, on a beaucoup de labos qui commencent à alimenter de manière automatique les espaces santé. Donc voilà, ça c'est un premier volet. Pour les laboratoires, c'est vrai que ça va se faire de manière plus rapide. Les médecins, l'objectif, c'est aussi d'y parvenir. Mais en fait, voilà, pour vous expliquer, auparavant, donc avec le dossier médical partagé, ça pouvait être assez chronophage pour les professionnels de santé de l'alimenter. Soit leur logiciel n'était pas compatible avec l'outil dossier médical partagé, donc c'était assez compliqué pour l'alimenter. Ils devaient aller se connecter sur le site internet, renseigner leurs identifiants, voilà, faire toutes les démarches là. Donc voilà, manque de temps. Et puis aussi, pour ceux qui avaient un logiciel qui était compatible avec le dossier médical partagé, voilà, c'était assez chronophage finalement, il y avait vraiment pas mal de clics à faire pour l'alimenter. Donc là, on a un investissement de l'État qui est considérable aujourd'hui pour justement permettre à tous les logiciels, donc là on parle des médecins et des laboratoires, mais également des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des radiologues, de tous les professionnels de santé, de sorte qu'ils soient compatibles avec Mon Espace Santé et que l'alimentation puisse se faire soit de manière automatique, soit en un clic. Donc voilà, à terme, c'est vraiment l'objectif. Après, vous pouvez toujours vous-même aussi, bien sûr, alimenter le dossier médical de votre côté. Par exemple, si le professionnel ne le fait pas actuellement, vous pouvez le faire. Mais voilà, à terme, l'objectif, c'est que ce soit bien les professionnels qui le fassent. Alors, concernant la biologie, je vois bien plusieurs lignes biologie avec date et catégorie sur Mon Espace Santé, mais les résultats ne sont pas visibles. Est-ce normal? Alors, c'est normal parce que actuellement, voilà, tous les labos ne le font pas encore. Voilà, c'est en déploiement. 2022, a priori, au niveau de l'échéance, voilà, on aura quand même la majorité des labos qui devraient pouvoir alimenter de manière automatique d'ici fin 2022. Donc voilà, ça va se faire vraiment de manière progressive. Sachant qu'on a un calendrier justement de mise à jour des logiciels de chaque professionnel qui n'est pas le même en fait pour chaque profession. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Concernant la question que fait-on si on est analphabète en informatique, très juste. Je vais y venir à la fin de la présentation, mais on met en place un gros dispositif d'inclusion numérique et d'accompagnement à l'activation et à l'utilisation de Mon Espace Santé. Donc pour cela, on va s'appuyer sur des ambassadeurs Mon Espace Santé qui peuvent être des structures, mais également des bénévoles ou des conseillers numériques professionnels, en la personne des conseillers numériques territoriaux, des conseillers numériques France Service. On va également s'appuyer sur les réseaux d'inclusion structurée, Aidant Connect, Emmaüs Connect, la Croix-Rouge,
et puis tout l'écosystème de l'inclusion avec les hubs, avec les structures départementales et locales. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer à chaque citoyen d'avoir un accompagnement spécifique et adapté à son degré de maturité, son degré d'aisance avec le numérique, pour se saisir de mon espace santé. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on va être en mesure d'orienter chaque personne vers l'aide adaptée. Je vois également un commentaire sur le fait que voilà, la complétude, et notamment pour la référence des médicaments, les antécédents, c'est fastidieux. Oui, clairement, voilà, si vous aviez voilà, pas mal d'antécédents médicaux et que forcément il n'y avait pas de dossier médical auparavant d'alimenter, au début ça va prendre du temps, voilà, que ce soit pour vous, pour le professionnel, de l'alimenter, de bien renseigner toutes les informations. Mais une fois que ça sera fait, voilà, après, il n'y aura plus à le refaire, à la fois pour vous, le professionnel de santé, pareil, il aurait pu avoir à le refaire, notamment, voilà, si lui, il partait en retraite ou que vous vous déménagez, il aurait fallu, voilà, tout réimprimer, refaire un dossier médical à pouvoir vous transmettre. Et donc, finalement, c'est aussi un gain de temps. Donc, sur le court terme, c'est beaucoup de temps, mais finalement, sur le long terme, on en gagne. Et comme l'a précisé Maude, ça peut être vraiment très, très utile voilà, dans des situations d'urgence. Donc, c'est vraiment important de le remplir et de prendre ce temps-là au début. Après, voilà, il faut aussi se dire qu'avec les nouveau-nés, les enfants, on va pouvoir commencer justement ce travail dès le début aussi. Ça va se faire de manière progressive et donc voilà, ça sera plus rapide. Mais bien sûr, voilà, il n'existait pas auparavant forcément de dossier médical. Donc voilà, si on commence, voilà, faut débuter quelque part forcément. Voilà. Une question sur la MSA. Les usagers de la MSA peuvent-ils avoir un espace santé? Donc oui, tous les assurés en fait rattachés à un régime voilà, d'assurance maladie disposent d'un espace santé, donc que ce soit rattaché à la SNCF ou MSA ou tout autre régime. Voilà, tout le monde peut disposer voilà, d'un espace santé. Voilà, même les bénéficiaires en fait de l'aide médicale d'État, voilà, courant 2022, vont se voir attribuer un espace santé. Là, c'est en cours de déploiement, mais voilà, vraiment l'objectif, c'est que voilà, une grande majorité de citoyens en disposent d'un. Je ne connais plus. Sur la MDPH, elle met des documents. Alors, de quel type de document s'agirait-il? Notification d'orientation? Alors, pour l'instant, elle ne peut pas mettre de documents. Pour l'instant, voilà, seuls les professionnels de santé peuvent déposer des documents. Donc, s'il s'agit d'un professionnel de santé voilà, qui travaille en lien avec la MDPH ou qui dispose d'un accès via une carte de professionnel de santé, il peut l'alimenter. Mais comme l'institution, disons, en elle-même, tout comme l'assurance maladie ou tout autre, on ne peut pas, nous, on ne peut pas l'alimenter. C'est bien un carnet qui est accessible aux professionnels et aux patients. Par contre, un patient peut récupérer les documents et les mettre, bien sûr, sur son espace santé. Si lui, voilà, il trouve une utilité, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Très bien. Je vous propose peut-être d'avancer pour passer sur les idées reçues, puisque c'est un petit peu le but aussi de ce webinaire. On va passer en revue quelques idées reçues sur mon espace santé. Alors pour cette partie, on vous propose un mode un petit peu plus interactif. On va avoir l'idée reçue. Et puis on vous propose d'écrire sur le chat vrai ou faux en fonction de ce que vous pensez. Parfois voilà. Donc la première idée reçue, c'est concernant l'hébergement de mon espace santé qui ne serait pas sécurisé. Mon espace santé n'est pas sécurisé. Il y a un gros risque pour mes données de santé qui vont être aspirées par les GAFAM. On voit beaucoup de vidéos anxiogènes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai? Faux? Je vois faux. Bon, vous me semblez bien informé. Alors effectivement, c'est faux. L'hébergement de mon espace santé est assuré en France par la société Worldline et Atos, donc sur des serveurs français qui sont et des hébergeurs qui sont agréés
hébergeur de données de santé, HDS, qui est une norme très contraignante pour pouvoir héberger des données spécifiques de santé, conformément à cet article de loi. Leur placement sur le territoire français empêche les traitements qu'on connaît auprès des GAFAM quand les données sont stockées à l'étranger, notamment aux États-Unis. De fait, elles sont sous la coupe du RGPD, elles sont surveillées par la CNIL. La protection de ces données garantie vraiment par l'État, par l'assurance maladie et la puissance publique. Donc là, on a vraiment tous les ingrédients d'une sécurisation optimale pour ces données sensibles, bien évidemment, qui sont dans mon espace santé. Donc voilà, il y a un vrai effort de sécurité, de fiabilité de l'hébergement et de comment dire, de contrôle, on va dire, stratégique où se situent ces données au plus haut niveau de l'État. Ça a été de toute façon identifié dès le départ, notamment dans les comités citoyens consultés pour l'élaboration de ce service, comme voilà un gage de confiance majeur et indispensable, un prérequis de départ. Voilà, c'est une condition sine qua non. Le fait que le service soit proposé par la puissance publique, c'est aussi vraiment ça permet de proposer une alternative sécurisée à la solution Google GAFAM, qui sont vraiment là prêts et très intéressés pour accéder à ces données de santé. Donc là, non, tout est hébergé, garanti par l'État et les institutions. Deuxième idée reçue. Attention à vos réponses. Gestion des accès, n'importe qui aura accès à mes données, n'importe quel professionnel pourra avoir accès à l'intégralité de mes données de santé. En attendant, Loïc, il y a une remarque sur Microsoft. Alors, il y a le Health Data Hub qui est un stockage des données de santé, c'est vrai, qui est hébergé actuellement avec Microsoft, donc qui ne sera plus le cas parce que voilà, c'était transitoire et donc voilà, ils vont changer d'hébergeur. Et mon espace santé, il n'y a aucun lien, qu'il soit technique ou réglementaire, avec le Health Data Hub. Donc, voilà. Alors effectivement, sur l'idée reçue, n'importe qui accède à mes données, faux, évidemment. Fanny, je te laisse développer. Alors oui, donc c'est bien faux parce que voilà, c'est assez réglementé. Voilà, un point de vue justement, donc d'un point de vue réglementaire et également d'un point de vue technique. Donc tout d'abord, on va y revenir de manière plus précise, mais d'abord il y a un consentement du patient donc qui est toujours nécessaire. Le patient doit vous demander son accord, doit récupérer votre accord pour pouvoir consulter le dossier médical. Donc ça, voilà, c'est le premier point sur le consentement. Il y a donc une matrice d'habilitation qui définit justement le type également de documents que les professionnels peuvent consulter, puisque voilà, si vous êtes médecin généraliste ou kiné, vous n'aurez pas forcément accès à l'ensemble des mêmes documents. Voilà. Et puis la petite précision, c'est à noter donc, que sur mon espace santé, en fait, tout est tracé. C'est-à-dire que vous, en tant que patient, vous rendez sur votre espace, vous pouvez voir quel professionnel a consulté quel document. Donc ça, voilà, ça vous assure que des professionnels de santé qui ne vous suivent pas en viendraient à regarder votre espace. Voilà, ça, c'est bien sûr interdit. Donc à chaque fois, vous pouvez recevoir une notification. Donc ça, c'est à mettre dans vos paramètres. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante juste pour que j'explique la distinction entre l'alimentation et la consultation. Donc, alors d'abord, un petit focus sur les règles en matière d'alimentation. Donc, en fait, si un patient il ne s'est pas opposé donc, à la création automatique, donc comme l'a expliqué Loïc tout à l'heure, et dispose d'un espace santé, ça implique qu'aujourd'hui, le dossier médical, il peut être alimenté par un professionnel ou un établissement donc, qui est habilité et qui dispose d'une carte de professionnel de santé. Donc, puisqu'en fait, la création, elle s'est faite de manière soit automatique, soit son espace a activé, soit le patient a activé son espace, on estime que le patient donne son consentement puisque ça a été précisé dans les différents courriers d'information. Donc dans ces cas-là, le professionnel peut alimenter l'espace en fait du patient.
Après, bien sûr, voilà, il s'agit de discuter avec son patient. Si un patient ne veut pas qu'un document soit mis à disposition sur l'espace, on pense notamment, par exemple, à une IVG, bien sûr, voilà, il pourra ne pas être mis ou alors être masqué à tous les professionnels de santé. Voilà, évidemment, ça n'empêche pas les échanges entre professionnels de santé et son patient. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Pour la consultation, c'est différent. Donc d'abord parce qu'on a une matrice d'habilitation donc, qui définit des autorisations d'accès. Donc, en fonction voilà, de votre profession, kiné, biologiste, médecin, vous n'aurez pas les mêmes accès aux documents. Donc, techniquement, ça, déjà, voilà, vous n'avez pas la même interface métier, si l'on peut dire. Donc, ça, voilà, déjà, ça limite voilà, les mauvaises consultations. Ensuite, d'un point de vue juridique, donc en fait, les documents, donc l'accès en consultation aux documents du DMP, ils sont différents par les professionnels de santé selon qu'ils font partie ou non de l'équipe de soins du patient. Donc la notion d'équipe de soins, elle est vraiment importante puisque ça permet de comprendre quels sont les droits finalement des différents professionnels de santé. Donc, si vous faites partie de l'équipe de soins, on estime que vous pouvez consulter le dossier médical sans recueillir voilà, systématiquement le consentement du patient. Voilà, le consentement, en fait, il est présumé. Donc, si vous êtes médecin généraliste ou si le médecin généraliste oriente le patient vers un kiné, celui-là, on estime il fait partie de l'équipe de soins. Si voilà, le patient va voir une infirmière voilà, toutes les semaines, qu'il a rendez-vous avec elle, on estime qu'elle fait partie de l'équipe de soins. Par contre, un nouveau professionnel de santé, on peut penser par exemple, voilà, on va chez un labo pour avoir des résultats d'analyse, pour faire des analyses. Dans ces cas-là, là, le laboratoire doit absolument vous demander votre consentement. Et à noter qu'en fait, eux, d'un point de vue technique, à chaque fois qu'ils voudront consulter un document, ils devront à chaque fois cocher la case comme quoi ils ont bien obtenu votre consentement. Donc en fait, en général, même s'ils font partie de l'équipe de soins, voilà, nous, on incite, en tout cas côté assurance maladie, les professionnels de santé à toujours rechercher le consentement du patient pour s'assurer qu'ils sont bien informés aussi en fait, de manière régulière de l'activité qui se passe sur leur espace santé s'ils ne s'y rendent pas voilà, de manière régulière. Et donc, ça nous amène aussi à un autre petit focus sur l'accès à des données, puisqu'il y a des particularités. On a parlé tout à l'heure davantage de l'espace santé, c'est notamment des situations d'urgence. Voilà, vous avez un accident, enfin voilà, vous devez être pris en charge par le SAMU, voilà, vous êtes transféré dans un hôpital. On n'a accès à aucune de vos données, on ne sait pas qui vous êtes, voilà, vous êtes inconscient. Enfin, on sait qui vous êtes quand même, parce qu'on en a besoin voilà, pour avoir accès au dossier médical. Mais dans ces cas-là, bah, si votre dossier médical il est renseigné, on peut y retrouver votre groupe sanguin, enfin voilà, les traitements que vous suivez. Donc ça peut éviter des interactions médicamenteuses, ça peut permettre une prise en charge plus rapide. Donc pour répondre à ces besoins-là, qui sont quand même essentiels, mais c'est vrai qu'ils ne correspondent pas là, enfin, je vous ai évoqué les règles du consentement. Là, en l'occurrence, le SAMU ne va pas faire partie de l'équipe de soins du patient. Donc, il y a des dérogations à la réglementation et c'est notamment voilà, l'accès en cas d'urgence. Donc, on a deux situations où en fait, des professionnels de santé peuvent accéder au dossier médical sans y être autorisés. Il y a d'abord donc l'accès SAMU, c'est-à-dire que l'usager voilà, peut autoriser en fait, le médecin du SAMU à accéder aux données de santé en cas d'urgence. Donc ça, en fait, c'est autorisé de manière automatique sur l'espace en santé. Et pareil, il y a un deuxième accès, c'est l'accès aux autres professionnels en cas d'urgence. Donc, on peut autoriser n'importe quel professionnel de santé à accéder au dossier médical si c'est une situation voilà, d'urgence. Donc, à chaque fois, le professionnel coche une case pour dire qu'il y accède en mode urgence. Donc, lui, le professionnel, ça le protège. Et le professionnel de santé, ça lui assure une prise en charge optimale, voilà, même en état d'inconscience ou voilà, de non-capacité à répondre à des questions. Donc, voilà, ça c'était pour la partie voilà, gestion des... Idée reçue suivante, le dossier médical n'est pas alimenté. Donc, ça ne fonctionnera pas, mon espace santé, parce que comme pour le DMP à l'époque, si les professionnels ne mettent rien dedans, eh ben, personne n'ira. Alors. Je vous laisse répondre. Alors, je vois aucun site n'est inviolable, mais c'est vrai que les banques aussi peuvent avoir le même souci et pour autant, voilà, on passe par elles. Donc, voilà, c'est vrai que ça reste un service public voilà, qui potentiellement pourrait l'être, mais voilà, il y a un haut niveau de sécurité donc, qui est assuré. Quelle est la notion d'urgence, dit Romuald Pillet? La notion d'urgence, là, c'est voilà, on peut pas en fait avoir une grille voilà, sur l'espace ou voilà, c'est en fait c'est à l'appréciation du SAMU ou du professionnel de santé.
Voilà, c'est vrai qu'en général, c'est plus voilà, s'il y a un état d'inconscience, si le patient ne peut pas répondre, si son entourage, ses aidants ne répondent pas, et que dans tous les cas, en fait, le patient avait autorisé voilà, ces accès-là, on considère que le professionnel de santé y accédait. Et après, dans tous les cas, si ce n'était pas justifié, le patient pourra toujours avoir un regard dessus, puisqu'il sait qui y accède. Quand il y accède, il a accès à toute la traçabilité. Donc, il pourra toujours y avoir recours sur ce qui s'est passé. Alors, qu'en pensez-vous? Ça fonctionnera pas parce que comme pour le DMP, personne ne mettra rien dedans et personne n'ira. Visiblement, il y a des hésitations. Oui, mon espace santé doit fonctionner, donc c'est faux. Fanny. C'est faux. Alors, c'est un peu vrai parce que bah, voilà, c'est vrai que enfin, ça fait quand même pas mal d'années pour certains qui sont déjà dans le milieu de la santé, bah, que vous entendez peut-être parler de dossier médical et que voilà, souvent beaucoup de professionnels de santé ont parlé d'échecs. Voilà, on peut utiliser des qualificatifs très valorisants voilà, lorsqu'ils utilisent cet outil. Alors, pourquoi on dit faux? C'est parce qu'en fait, il faut quand même relativiser sur le fait que, voilà, au 30 avril 2022, donc voilà, on avait 11% des Bretons qui disposaient d'un dossier médical partagé, et sur ces 11% donc, de dossiers médicaux ouverts, on avait voilà, quasiment 52% de ces dossiers médicaux qui étaient alimentés par un professionnel de santé ou par un établissement. Donc là, on ne compte pas voilà, les remboursements de l'assurance maladie ou les documents que vous aviez pu déposer dessus. Donc voilà, on avait quand même voilà, un bilan voilà, il reste mitigé. En fait, ce qu'on voit en fait niveau statistique, c'est que le souci, c'est surtout que finalement, très peu de patients disposaient d'un dossier médical parce qu'ils devaient se rendre dans son officine, chez leur professionnel de santé, faire la démarche de l'ouvrir, ce qui fait que très peu de patients disposaient d'un dossier médical. Et donc finalement, bah, voilà, les professionnels de santé n'ayant pas beaucoup de patients disposant d'un dossier médical partagé, ça ne les incitait pas non plus à l'alimenter. Donc là, c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette dynamique d'ouverture automatique, puisqu'aujourd'hui, une majorité de patients vont avoir un dossier médical. Donc voilà, on compte sur ça pour que bah, ça permette de déployer cet outil. Voilà, et puis aujourd'hui, on a plus de 2 millions de documents qui sont envoyés chaque mois dans mon espace santé. Donc, j'ai envie de dire que ouverture automatique plus alimentation automatique, ça devrait quand même aider à accélérer la tendance. Et donc justement sur un petit focus peut-être pour vous montrer où est-ce qu'on en est sur le dossier médical, c'est toujours intéressant d'avoir quelques chiffres, même pour vous, de savoir bah, voilà, qui l'alimente et à quelle hauteur. Donc voilà, là les deux premières données, c'est celles que je vous ai données tout de suite oralement. Et ce qui est intéressant, donc c'est sur votre gauche par exemple, alors c'est peut-être en tout petit sur votre écran, mais en fait ce qu'on voit, c'est la courbe des alimentations du dossier médical par le CHU de Brest. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en l'espace de juste quelques mois, eh bien, les alimentations, elles ont drastiquement augmenté. Et donc, quel type de documents, eux, ils alimentent en l'occurrence? Donc, c'est un CHU qui alimente aujourd'hui de manière automatique de nombreux documents. Donc, ce qui explique aussi le fait que bah, là, aujourd'hui, il y a beaucoup voilà, de documents qui sont alimentés dans les dossiers médicaux des patients. On y retrouve par exemple voilà, comptes rendus ou des fiches de consultation de visite, des comptes rendus hospitaliers. Donc, suite à une hospitalisation, le médecin, le chirurgien a pu déposer un document, lettre de sortie, compte rendu opératoire. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée en fait bah, voilà, de ce qui peut être fait à l'échelle d'un établissement. Et ce que vous voyez plutôt sur votre droite au niveau du graphique, en fait, c'est la part des sources d'alimentation par les différents professionnels de santé. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, en 2021, en septembre, on avait voilà, la majorité des DMP étaient finalement alimentés par des établissements et des professionnels libéraux. Aujourd'hui, on voit que voilà, on a quand même 30% des DMP qui sont alimentés par les laboratoires. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est la dynamique dont on parlait tout à l'heure. Les logiciels des professionnels sont en train de se mettre à jour. Et là, en l'occurrence, bah, les laboratoires, il y a pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et donc, on voit qu'ils augmentent en fait les alimentations des dossiers médicaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est plutôt positif en tout cas, et on voit qu'avec voilà, les ouvertures de mon espace santé, l'alimentation, elle s'accélère, donc ça prend davantage d'ampleur. Voilà, on va pouvoir passer au vrai faux suivant. Les professionnels n'ont pas le temps d'alimenter mon espace santé. C'est trop chronophage. Ils sont déjà débordés. Pas mal comment ils pourraient rajouter cela en plus. Vrai ou faux?
un piège. Personne n'ose. Alors, c'est les deux. Donc, effectivement, il y a du vrai, il y a du faux. Hein. Évidemment, alimenter le dossier médical de mon espace santé prend du temps. Donc, ça peut paraître chronophage au début. Il faut quand même s'y investir un minimum, même si la manip est semi-automatique et peut se faire à travers les logiciels métiers des professionnels. Néanmoins, cette alimentation, elle est, comme je viens de le dire, semi-automatique. Elle se fait en quelques clics depuis les logiciels pro, que ce soit à l'hôpital, chez votre médecin généraliste ou encore plus automatique au niveau des laboratoires. Donc, finalement, l'alimentation et le temps que ça prend, ça vise à diminuer et à se faire de plus en plus facilement. Donc, dans le cadre du Ségur du numérique, l'ARS Bretagne, l'assurance maladie et GCS, nous accompagnons les professionnels à mettre à jour leur logiciel pour qu'ils soient compatibles avec mon espace santé, avec les dernières versions. Il y a des financements historiques qui vont dans ce sens, des financements à l'équipement donc et à l'usage. C'est-à-dire que on a des financements incitatifs vers les professionnels pour que ceux-ci alimentent systématiquement mon espace santé lors des consultations, lors des prises en charge. Donc, le temps, il va être pris et les usages commencent à s'accélérer. Pour explication, par exemple, quels programmes sont en cours. On a, vous avez peut-être entendu parler du programme SUN-ES pour les établissements sanitaires qui court jusqu'à fin 2023 et qui propose, aux gros établissements hospitaliers ou aux autres d'ailleurs, de candidater à l'atteinte de cibles d'usage en volume qui leur donnent accès à certains financements. Donc ça court jusqu'en 2023 par exemple. On a le programme SONS qui permet à n'importe quelle structure de s'équiper de la dernière version de son logiciel si celle-ci est compatible avec mon espace santé et que l'éditeur s'est bien fait référencer. Et avec ce financement SONS, c'est directement l'État qui paye l'éditeur pour mettre en place la dernière version compatible mon espace santé. Donc, les professionnels n'ont aucun budget à sortir. Donc ça, c'est un programme qui court également jusqu'à fin 2023, qui touche tous les secteurs, y compris le secteur médico-social, pour s'équiper de logiciels, de dossiers usagers informatisés et autres. Donc, on a également le programme ESMS numérique, qui permet donc aux établissements médico-sociaux de se réunir par grappe pour procéder donc aussi à des mises à jour de logiciels, voire à des acquisitions carrément de logiciels. Ce programme, il court là jusqu'en 2025. Donc, il y a quand même beaucoup d'établissements qui sont financés au niveau régional et encore plus au niveau national. Donc, pour vraiment mettre en place un dossier usager informatisé qui sera compatible avec mon espace santé pour déposer dans le dossier médical des données, pour envoyer des mails sécurisés, etc., etc. Par ailleurs, dans le cadre du Ségur, nous agissons aussi au niveau le plus local possible, notamment, je pense, auprès des CPTS, pour les aider à accélérer justement la mise en place de logiciels auprès de chacun des professionnels du parcours, des logiciels compatibles en espace santé et interopérables surtout avec les autres professionnels de la CPTS. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de créer un lien entre les logiciels de l'hôpital qui communiquent automatiquement avec mon espace santé et les logiciels des cabinets de médecine de ville qui communiqueront aussi avec mon espace santé et les logiciels des établissements et services médico-sociaux qui communiqueront aussi avec mon espace santé.
Donc, tout ça est un tout. Nous essayons de mettre en place des cercles vertueux centrés autour des cas d'usage qu'on travaille avec l'ensemble des professionnels des CPTS du début jusqu'à la fin du parcours. Donc oui, c'est chronophage, mais nous travaillons à ce que ce soit automatique, incitatif, pertinent et que ce soit au final bénéfique tant aux professionnels qu'aux patients. Je crois que dans les discussions, là, ça remonte beaucoup là, le fait que c'est ce que remontent les médecins, que voilà, c'est chronophage, voilà, que vous-même vous le testez et que c'est long de l'alimenter. Comme l'a dit Loïc, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, donc, les pouvoirs publics ont mis énormément d'argent pour que tous les logiciels puissent alimenter soit de manière automatique, soit de manière simplifiée le dossier médical. Donc, ça va concerner pour l'instant les laboratoires, les médecins, les radiologues, les établissements sanitaires, certains établissements médico-sociaux. Ça va se déployer voilà, courant 2023 pour les autres professions, infirmiers, kinés. Donc voilà, ça c'est en termes de visibilité ce que vous pouvez voilà, attendre. Et après, il faut également savoir que là, donc, on finance le fait que leur logiciel, voilà, ça va être beaucoup plus facile de l'alimenter. Et un deuxième type de financement, c'est que voilà, ils vont passer du temps à l'alimenter. Donc en fait, ils vont percevoir un financement pour le temps qu'ils y consacrent. Pour les professionnels de santé libéraux, ça sera via voilà, leur conventionnement avec l'assurance maladie. Ils seront rémunérés pour l'alimentation du dossier médical, pour l'envoi de messages sur la messagerie sécurisée de leurs patients. Donc ça, c'est des financements. Et pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, c'est pareil. S'ils alimentent voilà, un certain nombre de dossiers médicaux, voilà, s'ils envoient des messages, ils percevront une rémunération. Donc, ils ont aussi voilà, une incitation de ce côté-là et puis forcément une rémunération pour le temps qu'ils y consacrent. Donc, on a des incitations, hein, comme vous voyez, mais on a aussi en plus des échéances réglementaires. C'est-à-dire que les professionnels des différents secteurs vont devoir aussi y aller. On a des échéances côté médico-social, voilà, à bien identifier les professionnels de soins pour que ceux-ci puissent accéder aux données quand il y en a besoin. On a des échéances aussi à ce que les documents transmis soient bien identifiés avec l'identité nationale de santé, etc. Donc voilà, on a des échéances réglementaires qui jalonnent voilà toutes les prochaines années. Et après l'accompagnement et l'incitatif, on a un petit peu, j'ai envie de dire, l'obligatoire qui arrive aussi derrière. L'idée reçue suivante, c'est que les professionnels de santé vont être sursollicités par leurs patients via la messagerie sécurisée de santé. Qu'est-ce que vous en pensez, vrai ou faux? En tout cas, une crainte qui est largement exprimée par les médecins. Faux. Ah, c'est mitigé. Peut-être que certains ont rebondi justement sur la remarque tout à l'heure qui a été évoquée dans le chat. Alors, bon, c'est faux, a priori, puisque en fait, les professionnels de santé restent maîtres finalement des usages de cette messagerie, puisque voilà, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ça n'a pas vocation à remplacer une consultation. Ça a été vraiment mis en place pour voilà, avoir un canal sécurisé qui permette d'échanger entre professionnels et entre patients et ne pas utiliser des outils tels que Gmail ou WhatsApp. Donc, pourquoi? Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Seuls, en fait, les professionnels de santé peuvent initier une conversation avec leurs patients. C'est-à-dire que moi, je suis patiente, j'ai envie d'écrire à mon médecin traitant parce que j'ai besoin d'avoir une information ou de récupérer une ordonnance, un renouvellement, par exemple. Techniquement, je ne pourrais pas. On me mettra voilà, que je ne peux pas écrire. En fait, je suis dans l'incapacité technique de le faire. Alors, comment, en fait, on peut répondre à un professionnel? En fait, il faut que le professionnel, il ait une demande. Imaginons, il a besoin d'avoir le résultat, vos derniers résultats de laboratoire. Il va vous envoyer un mail pour vous demander voilà, vos résultats. Vous allez être en capacité de technique de lui répondre puisqu'il vous a envoyé un mail.
imaginons qu'il a, voilà, il a reçu votre réponse, il a bien reçu votre compte rendu, mais il ne fait rien. Dans ces cas-là, vous pouvez le relancer. Donc là, c'est là qu'il y a bien un risque. Certains ont dit que c'est peut-être vrai. Là, il y a un risque que le patient le relance parce que techniquement, il sera en mesure de le faire. Par contre, le professionnel de santé est en mesure de mettre fin à la conversation. En fait, il doit écrire fin en majuscule, en objet, entre crochets, dans l'objet du mail, et ça permettra de mettre fin, au message. Donc, d'ici 2023, on aura juste un bouton fin qui permettra aux professionnels de santé, pour lui, ça sera plus facile d'y mettre fin. Pour l'instant, il doit l'écrire en l'objet, en tout cas techniquement, ça permettra de réguler ces échanges et de ne pas être sursollicité justement. Donc justement, si on passe à la diapositive suivante, juste pour voir, parce que c'est vrai qu'on vous parle de messagerie sécurisée tout à l'heure, à droite de votre écran, vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Donc c'est assez classique et on voit qu'on peut vraiment recevoir tout un tas de pièces jointes qui pourront être téléchargées sur l'espace en santé. Donc, à noter, en fait, juste, donc ça c'est pareil pour la petite information à savoir, c'est qu'avant, en fait, les professionnels de santé qui disposaient d'une messagerie sécurisée de santé, ils pouvaient échanger avec d'autres professionnels de santé qui disposent d'une messagerie sécurisée de santé, ce qu'on appelle le cercle de confiance. Lorsqu'on a une messagerie sécurisée, on ne peut pas échanger avec Gmail, c'est le principe. Donc là, maintenant, il pourra aussi, en plus d'échanger avec les professionnels de santé, échanger avec son patient. Par contre, si le professionnel de santé ne dispose pas d'une messagerie sécurisée de santé, ce qui est vrai, c'est pas le cas de tous les professionnels aujourd'hui, ils ne pourront pas échanger. Et dans ces cas-là, on utilise de toute façon les canaux classiques. Comme je l'ai dit, la messagerie ne remplace pas une consultation. Et justement, pour vous donner peut-être quelques chiffres, Loïc, placés à la diapo suivante, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui se passe sur son territoire. Donc, on l'a dit, la messagerie, c'est hyper important pour identifier le destinataire, l'émetteur d'un message, s'assurer de l'intégrité du contenu du message et de la confidentialité, surtout quand il s'agit d'échanger des données de santé. Là, on vous a mis des chiffres en fait sur l'état des lieux du déploiement de la messagerie sécurisée de santé en Bretagne. Ça vous permet de savoir où est-ce qu'on en est en termes de professionnels de santé qui en disposent. Donc, actuellement, concernant les établissements sanitaires, 83% des établissements en disposent d'une. Concernant les libéraux, on est à 60,5%, sachant que c'est très très variable selon les professions. On a une majorité de médecins qui en disposent d'une. Par contre, si on va chez les orthophonistes, les kinés, on va peut-être en avoir beaucoup moins. Donc, c'est ce qui explique ce taux à 60%. Et concernant les laboratoires, aujourd'hui, 70% disposent d'une messagerie. Donc voilà, si votre professionnel en dispose d'une, vous allez pouvoir échanger avec lui. Puis bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir activé son espace en santé. Ok. Idée suivante, si l'hôpital n'alimente pas, les médecins de ville non plus, etc. Donc, la confiance sera brisée, en tout cas. Il n'y aura pas d'intérêt pour le patient. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai, faux, vrai, faux. Ok, là encore, c'est mitigé. Alors, effectivement, du vrai, du faux. Oui, effectivement, il faut vraiment que tous les acteurs soient impliqués dans l'utilisation de mon espace santé, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à tous les niveaux du parcours de soins de l'usager, entre l'hôpital et les établissements médico-sociaux ou les SSR, en passant par les médecins généralistes ou autres. Il faut vraiment que tout le monde s'implique pour pouvoir trouver un intérêt d'une part à alimenter, mais aussi en retour à consulter et à bénéficier des informations qui ont été mises par le professionnel précédent, si je puis dire. Donc, en ce sens, c'est un peu vrai. Il faut que vraiment tout le monde s'en saisisse. Il faut que tout le monde joue le jeu du tous ensemble. Mais comme je l'ai évoqué aussi, l'alimentation, elle est semi-automatique, elle est vraiment très très fortement incitée par des financements à l'équipement et à l'usage, et aussi par des échéances réglementaires. Nous avons aussi par exemple, on a plus de 80 établissements qui sont établissements sanitaires qui sont impliqués dans le programme CNES, c'est-à-dire qui s'engagent
à mettre en place des procédures automatisées pour l'alimentation des dossiers médicaux de mon espace santé et pour l'échange de messagerie sécurisée de santé, qui candidate aussi à des fenêtres sur lesquelles ils doivent atteindre des taux d'usage importants pour qui garantissent leur accès à ces financements. Donc vraiment, ils jouent le jeu. Ils sont sur la ligne de départ pour jouer cette course et voilà et garantir le succès de la démarche. Donc déjà au niveau des gros centres hospitaliers, voilà, comme je vous disais, à plus de 80 établissements rien qu'en Bretagne, on va avoir une alimentation vraiment en masse. Et ça fonctionne. Au niveau des parcours de soins, au niveau des territoires, l'expérimentation avec les CPTS que nous commençons tout juste. Il faut être honnête, on commence tout juste là avec Brest Santé Océane. On va aussi poursuivre avec la CPTS du Pays de Redon, avec la CPTS Pays d'Iroise. Donc si ça fonctionne bien, et je n'ai pas de doute, on généralisera à l'ensemble des CPTS. C'est vraiment cette idée que en travaillant ensemble, tout type de professionnels confondus sur ces cas d'usage, ces parcours précis, on va pouvoir vraiment se coordonner sur ce qu'il est important d'alimenter dans mon espace santé pour que les autres puissent mieux assurer les soins. Donc vraiment, là, on va essayer d'initier cette dynamique du tous ensemble pour créer des cercles vertueux qui, nous l'espérons, vont permettre de créer un effet boule de neige positif qui permettra l'alimentation par toutes les parties et donc de garantir un petit peu le succès de mon espace santé. Donc on essaye de travailler à tous les degrés au niveau régional, au niveau départemental, territorial, et en mettant tous ces efforts bout à bout, nous devrions réussir vraiment à créer cette dynamique positive. Rapidement, Loïc, je vois juste qu'on a une remarque qui est vraie. Hein, ne l'ont pas été. Alors les professionnels de santé ne l'ont pas été pour le médecin, ne l'ont pas été pour le DMP, notamment les médecins, et on se demande si ça change quelque chose pour mon espace santé. Ce qui va changer, en fait, c'est que on va avoir, comme l'a dit Loïc, des établissements qui vont alimenter de manière automatique, des labos qui vont alimenter de manière automatique, parce que certains services peuvent automatiser certains documents qui ne nécessitent pas un accompagnement forcément du patient. Il y a également les patients qui vont peut-être être plus impliqués dans mon espace santé, puisqu'on en aura beaucoup plus qui vont en disposer d'un. Donc ça va peut-être aussi être un poids, en fait, tel que le médecin va y trouver finalement son intérêt, puisque lui, il y trouvera des comptes rendus d'hospitalisation dans le DMP, il y trouvera des résultats de laboratoire. Le patient le sollicitera peut-être pour y déposer des documents. Et c'est tout ça, en fait, qui va faire que la mayonnaise va prendre et que, en fait, le médecin, pour qu'il alimente, finalement, il faut juste qu'il y trouve un intérêt. Auparavant, en fait, on sensibilisait surtout le médecin à ce qu'il alimente. Donc, quand on alimente tout seul, on n'y trouve pas d'intérêt. L'objectif, c'est de pouvoir se coordonner, d'avoir d'autres informations. Donc, c'est le fait que tout le monde s'y mette tout d'un coup, que ça devrait booster a priori l'alimentation et également côté médecin. Voilà. Excuse-moi. Moi, j'insiste sur le fait aussi que, en tant que bénévole, en tant que patient, représentant des usagers, vous avez tout intérêt à questionner les professionnels de santé pour les inciter à le faire, parce que c'est aussi en voyant que vous êtes acteur de mon espace santé que ça va pousser les professionnels à s'impliquer. On a aussi notre rôle à jouer si il y en a qui freinent encore ou qui doutent de l'utilité. On est aussi force de proposition, j'ai envie de dire, sur le fait que c'est un outil qui a un intérêt pour tous, quoi. Et sur la partie, un médecin libéral peut-il s'opposer à jouer le jeu? En soi, il peut s'opposer à l'alimenter, mais ça veut dire que il n'aura pas forcément tous les financements auxquels il peut prétendre, lui, dans le cadre donc, de sa convention passée à l'assurance maladie, ça premier point. Et finalement, ça deviendra en fait une pratique non réglementaire, puisque aujourd'hui, dans le Code de la santé publique, il est inscrit comme devoir du professionnel de santé de devoir alimenter le dossier médical partagé.
Donc voilà, ça deviendra notamment une obligation effective lorsque tous les professionnels disposeront d'un logiciel compatible avec le dossier médical. Donc voilà, il y a quand même des forts freins, enfin, des leviers, et puis à la fois en fait certaines contraintes qui vont aussi encadrer ça et inciter très fortement les professionnels de santé à l'alimenter. En termes de confidentialité maintenant, on entend souvent les mutuelles, la médecine du travail pour accéder à mon espace santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai, faux? Faux principalement, un vrai de Guillaume Pou, deux vrais. Ok. Donc effectivement, il y a du vrai et du faux. Pourquoi? Parce que effectivement, la médecine du travail pourra alimenter mon espace santé. Donc c'est une forme d'accès à mon espace santé en alimentation, mais en aucun cas ils n'auront consultation à mon espace santé. Les mutuelles, pour leur part, c'est strictement pas prévu qu'elles aient accès à mon espace santé. Donc ni les employeurs, ni les mutuelles, ni la médecine du travail, ni l'assurance maladie n'auront accès à mon espace santé. Il s'agit vraiment du stockage de vos données de santé entre vous et les professionnels. Voilà, donc contrairement à ce qu'on peut penser, les mutuelles et la médecine du travail n'auront pas accès. Alors uniquement l'alimentation pour la médecine du travail et c'est plutôt évident. Et les mutuelles qui servent de caisse primaire, je vois dans le chat. Et du coup, non plus, puisque la caisse primaire, nous, on n'a pas accès à. Donc voilà, moi, je travaille donc à l'assurance maladie. Je n'ai en aucun cas, je ne peux avoir accès, même voilà, techniquement, je ne peux pas avoir accès à l'espace santé de quelqu'un. En fait, la seule chose qui est faite, c'est que les données de remboursement voilà, de l'assurance maladie ainsi que les attestations vaccin Covid peuvent être basculées directement sur l'espace santé, mais tout ça se fait de manière automatique et on ne peut pas avoir accès à l'espace santé. Vraiment, professionnel de santé et patient. Mon espace santé va-t-il remplacer le papier? À terme, les professionnels de santé ne transmettront plus les documents papier à leurs patients. Tout devra être récupéré dans le dossier médical numérique ou via MSS. Qu'en pensez-vous? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de vrai dans les discussions. Effectivement, en fait, effectivement, non. En fait, ça ne se substitue pas donc aux pratiques existantes. En fait, c'est vraiment proposer un autre canal pour favoriser la coordination, répondre à des situations particulières, pour éviter, voilà, les ruptures de parcours de prise en charge. C'est vraiment un outil qui a vocation à faire cela. Toutefois, voilà, on ne peut pas non plus tout dématérialiser. Ça a été dit également dans les échanges. Là, c'est vraiment un outil de facilitation. Le numérique, c'est vraiment compléter des méthodes actuelles qui existent déjà finalement, ça a apporté une autre alternative. Donc forcément, ça va prendre une ampleur grandissante, mais aujourd'hui, voilà, on ne peut pas dire que ça remplacera le papier. Ça a été également évoqué, il y a aussi certains patients qui ne peuvent pas se passer du papier tout simplement, donc ça restera effectivement dans les usages. Voilà, c'est juste voilà, une autre manière de fonctionner pour pallier à certaines problématiques, en tout cas dans certaines situations. Et puis une voie sur laquelle on entre, mais qui aujourd'hui voilà, n'est pas assez effective pour qu'on supprime le papier. N'importe quelle application non sécurisée pourra être hébergée sur mon espace santé. Doctolib, etc. pourront échanger des données. Qu'en pensez-vous? Alors là, on a une armée de faux. Voilà, donc faux, effectivement, et Fanny.
Alors, effectivement, c'est faux. C'est-à-dire que n'importe quelle application ne pourra pas apparaître sur l'espace en santé. Par contre, Doctolib, pour connaître le processus de référencement, il peut d'ailleurs vous intéresser. Donc, en fait, on va avoir un catalogue d'applications. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout un tas d'applis, téléconsultation, Petit Bambou pourront y apparaître. Toutefois, il y a en fait un cahier des charges national. Ce cahier des charges, en fait, il implique de devoir respecter un certain nombre de critères de sécurité, d'interopérabilité, d'éthique. Si l'éditeur, qu'il soit privé ou public, propose une application qui réponde à l'intégrité de ces critères, donc voilà, qui reviennent également aussi sur voilà, l'hébergement des données, etc., si voilà, ça correspond bien au cahier des charges, dans ces cas-là, et après concertation, consultation voilà, de toutes les institutions, donc on a l'assurance maladie, bien sûr, le ministère, l'Agence du numérique en santé, il y a tout un tas d'institutions qui font partie d'un comité de sélection. Dans ces cas-là, l'application pourra se faire référencer. Et voilà, ça nécessite vraiment de répondre à tout un tas de critères voilà, qu'il est nécessaire de respecter. Mais par exemple, Doctolib, voilà, actuellement est en cours des référencements et souhaite se faire référencer. Donc voilà, si lui rentre bien dans le cahier des charges, il pourra l'être en l'occurrence. Enfin, dernière idée reçue, mon espace santé, facteur d'exclusion. Le service va être facteur d'exclusion pour les personnes éloignées du numérique. Qu'en pensez-vous? Alors là, attention. Donc effectivement, je m'y attendais et c'est vrai, hein, y a du vrai, il y a du faux. Alors effectivement, hein, l'inclusion numérique, c'est vraiment un sujet clé dans la réussite de mon espace santé. On peut se dire effectivement de prime abord que voilà, mettre en place ce service numérique va exclure les personnes éloignées du numérique. Car tout le monde n'est pas connecté, tout le monde n'est pas super à l'aise avec le numérique. Certains même sont analphabètes avec le numérique, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, deux choses. Rapidement, on a évoqué le fait que même si on n'est pas super à l'aise avec le numérique et que mon espace santé est créé sans qu'on l'active, ça nous bénéficiera quand même. Parce que les professionnels de soins vont pouvoir se coordonner en déposant et en consultant des données de santé nécessaires pour une meilleure prise en charge. Donc, même si ma grand-mère ne va peut-être pas activer son espace santé, elle va pas s'y opposer et ce sera très bien parce qu'il y aura ces données dans son espace qui vont permettre que les soignants s'occupent mieux d'elle. Donc, en ce sens, ce n'est pas excluant. Par contre, c'est vrai que voilà, pour faciliter et accompagner la prise en main de mon espace santé par l'ensemble des citoyens et les personnes en retrait du numérique, pas à l'aise, ou même les personnes qui n'ont pas accès au numérique, qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas de smartphone, effectivement, il va falloir faire des efforts. Faire des efforts notamment avec le dispositif ambassadeur que nous mettons en place au niveau régional, à l'ARS, avec l'aide de l'assurance maladie, bien sûr, et d'autres partenaires territoriaux. On va faire en sorte de s'appuyer sur des ambassadeurs de tous les secteurs pour proposer un accompagnement spécifique et adapté à chaque public. Donc, on va avoir des ambassadeurs qui vont nous permettre d'atteindre ce public et on va avoir des conseillers France Service, des conseillers numériques, des acteurs de l'inclusion au niveau régional, au niveau local, qui vont nous permettre de proposer des formations, des webinaires et pour certains conseillers comme les aidants Connect, même de faire avec le citoyen pour activer cet espace. Donc, oui, ça va être un enjeu important, l'inclusion va être un enjeu important pour faire de la diffusion de mon espace santé un réel progrès pour tous. Et faux, ça va pas être facteur d'exclusion parce que grâce au dispositif ambassadeur, on va vraiment essayer d'atteindre et accompagner tout le monde sur cette dynamique. Ce qui m'amène, j'accélère un petit peu parce que je vois l'heure qui file. Juste
Il y a juste une petite question, je me permets, excuse-moi, il y a juste une petite question, on est passé à côté, mais je l'entends souvent quand j'interviens dans les associations, c'est qu'ils raccrochent ça à la carte vitale. Donc, si vous pouviez faire un petit topo, parce que souvent on nous dit, ah oui, mon espace santé, ça fonctionne avec ma carte vitale. Pour l'activation. Oui, donc pour l'activation, en fait, le rapport à la carte vitale, en fait, c'est les 5 premières minutes lorsque en fait, vous décidez d'activer votre espace santé. Donc, effectivement, pour accéder à mon espace santé, la première connexion, il faut votre numéro de carte vitale. Donc, à la fois pour avoir donc renseigner votre numéro de sécurité sociale et aussi votre numéro de carte. Donc ça sera nécessaire donc de le renseigner lors de l'activation. Une fois ça te fait, plus besoin de la carte vitale, voilà, pour utiliser votre espace santé puisque vous créez un identifiant et un mot de passe. Toutefois, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais en fait, beaucoup de cartes vitales ont un numéro de série qui est effacé. Dans ces cas-là, c'est une situation qui est vraiment très récurrente. Vous appelez la plateforme support qui est le 3422. Vous pouvez le noter, mais ça sera mis à disposition dans le diaporama. Et donc le délai d'attente en général, il est d'une minute pour accéder à la réponse. Et les téléconseillers pourront vous redonner en fait votre numéro de carte qui vous permettra d'accéder à votre espace santé si jamais la carte vitale, le numéro est effacé. Mais après, voilà, il n'y a plus besoin de votre carte vitale, en tout cas pour l'alimenter de votre côté. Est-ce que Maud, ça répondait à la question? Est-ce qu'il y avait d'autres nuances? Ok, ça marche, super. Donc, du coup, pour ce dispositif ambassadeur, effectivement, ça fait appel à la solidarité aussi, hein, tout à fait. Le dispositif ambassadeur, c'est proposer à un certain nombre d'acteurs d'être le relais de cette accélération numérique, donc de la diffusion de mon espace santé auprès du plus grand nombre. Donc, on va s'appuyer sur les structures de santé, bien évidemment, et en premier lieu. Les structures notamment qui sont engagées dans les programmes que nous avons évoqués, SUN, SONS, SMS numérique, etc. Mais également sur des structures comme les grandes entreprises, les associations et les collectivités. Alors, quelles actions on va proposer à ces ambassadeurs? On va proposer à minima des relais de communication, de diffuser effectivement l'information via des affiches, des flyers, d'en parler autour de vous, d'en parler à vos praticiens, à vos médecins, mais on va aussi proposer l'organisation de sensibilisation spécifique, adaptée. On va mettre en place également des démonstrations, des outillages de référents dans ces structures ambassadrices. Donc, par exemple, on peut imaginer dans des grandes entreprises d'identifier des référents Mon Espace Santé que nous allons former et qui, à leur tour, pourront être référents, aidants pour tous les employés souhaitant avancer sur Mon Espace Santé. Et puis, la mise en place éventuellement de stands temporaires. Donc là, c'est vraiment la communication pour toucher le plus grand nombre. Donc, vous voyez, on a un certain panel d'actions à la carte qui seront proposées à nos ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, on essaye de capitaliser leur volontarisme, leur candidature en tout cas via un site effectivement créé à cet effet. promoteur-monespacesanté.bzh permet à tout type d'acteurs de s'inscrire pour être référencé comme ambassadeur, c'est-à-dire vouloir œuvrer à diffuser Mon Espace Santé au plus grand nombre. Donc, on peut être une grosse structure qui souhaite ouvrir ses portes pour des présentations. On peut être une association qui veut mettre en place des sensibilisations à destination de ses adhérents, mais on peut être aussi un bénévole qui souhaite prendre part à des stands temporaires que nous mettrons en place dans les hôpitaux, dans les universités, sur les grands événements, etc. Donc, n'oubliez pas ce site, allez y faire un tour. Il y a toute une documentation qui est très intéressante sur le dispositif d'une part, mais sur Mon Espace Santé en particulier, avec une foire aux questions, avec des vidéos d'usage cas par cas. On actualise ça très régulièrement. Et donc, si vous voulez, si vous avez une question, je pense que vous pouvez trouver votre réponse sur le site, ou en tout cas, donnez vos coordonnées via le formulaire et on ne manquera pas de vous recontacter pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. En termes d'animation, juste pour information, donc on va avoir un coordinateur régional Mon Espace Santé à l'ARS dédié à cette tâche. En attendant, c'est moi qui assure la fonction l'intérim. Donc, je vous laisserai mon adresse mail à la fin de ce webinaire si vous avez des questions sur le dispositif ambassadeur. Et puis, bien évidemment, on travaille main dans la main avec l'assurance maladie, le GCS, France Asso Santé et bien d'autres
pour œuvrer tous ensemble à la diffusion de ce beau service public qui va quand même améliorer les choses. Donc, à la fin de ce dispositif ambassadeur, on a quand même besoin de personnes qui accompagnent les publics les plus éloignés du numérique. Donc, vous voyez, il y a le dispositif ambassadeur et puis on a aussi, in fine, sur les territoires, toute une task force de conseillers numériques dont certains sont présents aujourd'hui à ce webinaire. Je les remercie d'avoir participé. Des conseillers numériques France Service, des médiateurs, des aidants Connect qui vont être vraiment des soutiens de proximité pour accompagner vraiment là au plus proche les personnes en difficulté, les personnes qui témoignent d'un besoin d'accompagnement de proximité. Donc le dispositif vraiment il sert à coordonner tout ça du niveau on va dire le plus régional au niveau le plus local pour vraiment permettre de proposer quelque chose à chacun en fonction de son aisance avec le numérique. Mon espace santé est l'affaire de tous, tout à fait, comme dit Monsieur Le Tutour. Est-ce que vous avez des questions par rapport au dispositif, mon espace santé? Il est 14h30, on avait prévu de terminer à cette heure-là, mais si certains ont encore des questions, on peut prendre des petites dernières questions, ou si jamais on ne les avait pas eues dans le fil de discussion, n'hésitez pas à les faire remonter. De toute façon, nous allons enregistrer toutes les questions et revoir celles qui n'ont pas trouvé réponse pour tâcher d'y répondre. Alors, la présentation vous sera transmise, bien évidemment, à l'issue de ce webinaire. Et puis, je vous mettrai aussi la foire aux questions, une foire aux questions synthétique, mais très bien faite, où toutes ces questions, toutes ces fausses idées sont expliquées par écrit de façon poussée pour bénéficier des argumentaires. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Très bon timing, 14h32. Merci à vous pour votre participation à ce webinaire. Merci à Maud, Vanessa et Fanny pour avoir mené ce webinaire. Juste un petit mot pour la fin. Oui, alors moi aussi je vous remercie d'avoir construit ce webinaire suite à notre demande. Juste pour faire écho à quelques remarques qu'il y a eu dans le chat, il est important pour nous de communiquer et que en tant que bénévole, représentant d'usagers, vous ayez les bonnes informations autour de mon espace santé. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui va pallier à des difficultés qu'on constate dans les parcours de soins complexes, notamment sur la coordination des soins. Donc j'ai vu le mot déshumanisé à un moment donné dans le chat. C'est vraiment pas l'objectif de mon espace santé. On voit bien aujourd'hui que la coordination entre professionnels de santé, quand il y en a beaucoup sur un parcours de soins complexes, c'est pas évident. Ça pose des difficultés aux patients. Et nous, on le voit vraiment comme un outil qui va améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Alors après, on verra avec le recul, mais voilà, il est vraiment important que on puisse contribuer à la communication autour de cet outil et qu'on accompagne les usagers autour de ça. Ça fait partie de nos missions. Voilà, en tout cas, merci pour votre participation et merci à l'ARS et à la CEPAM de leur implication puisqu'on continuera à pouvoir échanger et vous proposer des choses selon vos besoins. Merci à tous. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.